Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour débriefer une drôle de finale d'Europa League. Dans un match un peu vide, terne et décidé en 3 éclairs, Chelsea s'offre un nouveau sacre européen et condamne Arsenal, mais comment ont-ils vaincu? Et qu'a-t-on vraiment vu? Bah d'abord, pas grand chose. Que ce soit du côté d'Arsenal ou du côté de Chelsea, on a eu une première demi-heure avec un déchet technique notable, pas beaucoup d'intensité avec ballon. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut expliquer de plusieurs manières. Alors bien sûr, les premières minutes d'une finale sont toujours assez tendues, ça démarre rarement pied au plancher, le fameux round d'observation, etc. Et sans pouvoir l'affirmer avec certitude, j'ai senti une forme de tension latente. Ensuite, on peut estimer qu'après environ 20 jours sans compétition officielle, bon, si on accepte un match caritatif aux États-Unis pour Chelsea, mais voilà, à peu près 3 semaines depuis la 38e journée de Premier League, il y avait peut-être un petit manque de rythme. Troisième chose, je sais pas à quel point ça a joué, mais l'ambiance ultra morose du stade olympique de Bakou a pas aidé, ça c'est sûr. Les tribunes étaient d'une loin d'être remplies, et de deux loin tout court. Qu'est-ce que c'était déprimant, j'ai vu passer pas mal de comparaisons avec un match amical de pré-saison, ça me semble assez juste. Mais peut-être que l'élément majeur qui a retiré la saveur de ce début de match, c'est le contrôle que cherchait à imprimer Chelsea. C'est quelque chose que j'avais évoqué dans ma preview il y a quelques jours, qui est assez caractéristique du Chelsea de cette saison, mais ça défend beaucoup avec ballon. Ça cherche volontairement à faire tourner très bas pour attirer la pression adverse, et dès que le bloc adverse est assez haut, là ça enclenche la vitesse supérieure pour essayer de se projeter très vite vers l'avant. Voilà, c'est en gros la théorie derrière le fameux Sarri Ball, inviter la pression pour ensuite s'offrir une transition en supériorité numérique, ou pas loin. Mais le truc c'est que quand t'as pas le niveau de qualité technique nécessaire, comme sur cette première demi-heure, en fait il reste juste la partie très ennuyante, il reste juste le faire tourner de manière très stérile, et ensuite tu rends le ballon à l'adversaire. D'ailleurs je pense qu'on peut dire que le score et la victoire amplement méritée, finalement Chelsea va un peu effacer ce passage de la mémoire collective, mais si vous vous souvenez de la première demi-heure, c'est Arsenal qui se procure les meilleures situations, qui combine bien dans le camp adverse, qui cible notamment la zone Caspilicueta, délaissée constamment de manière assez incompréhensible. Kolasinac, rappelez-vous, a plusieurs coups à jouer dans son dos, et Kanté qui est redescendu le couvre mal aussi. Bref, tout ça pour dire que si tu m'avais dit à ce moment-là que le score finirait à 4-1, je l'aurais plutôt imaginé en faveur d'Arsenal. Alors finalement, Chelsea s'est montré progressivement de plus en plus précis sur ses sorties de balles. Faut dire qu'ils ont un petit cheat code aussi, c'est ce jeu intermédiaire long de David Luiz qui te permet de varier les coups, notamment quand Jorginho était un peu trop serré par Özil en marquage individuel. Voilà, sans que ce soit du Sarri Ball, stellaire et absolument irréprochable, absolument bluffant. Ça a été suffisant pour déséquilibrer un Arsenal à l'organisation collective très faible, très étirée, pressant un coup mais pas l'autre, et dont la présence en finale de C3 avec une défense aussi catastrophique est déjà un exploit. Koscielny s'est fait dévorer par Giroud, Socrates en danger sur chaque prise de balle d'Hazard, Montréal très moyen. Ça s'est surtout vu en milieu de seconde période, quand Chelsea passe de 0-0 à 3-0 en 15 minutes, mais ça s'est peut-être encore plus vu sur le 4ème but. Donc bon, j'ai appelé cet enseignement Sarri triomphe tardif, parce que pour moi finalement l'organisation avec et sans ballon de Sarri a finalement pris le dessus sur celle d'Emery, et c'est là que se joue la finale. D'ailleurs, en parlant d'Emery, pour moi c'est assez difficile de voir précisément ce qu'il a voulu faire. Alors je dis pas que Jorginho mérite pas les critiques qu'il reçoit, et oui, il est parfois un chef d'orchestre trop stéréotypé, mais hier je l'ai trouvé assez bon dans son registre. Alors pas au début avec plusieurs passes en une touche de balle ratée, mais progressivement il a été de mieux en mieux, notamment dans sa conduite, ce qui est un point qu'on souligne pas énormément, mais voilà, j'ai trouvé qu'il fluidifiait, qu'il accélérait, c'était plutôt un bon match pour lui. Triomphe tardif pour Sarri donc, à l'échelle de ce match, mais peut-être aussi à l'échelle de la saison. Cette seconde période, et dernière tranche de 45 minutes de la centaine de tranches de 45 minutes qu'il a joué en 2018-2019 et que son équipe a joué en 2018-2019, pour moi est sûrement l'une des meilleures, avec un titre majeur au bout en plus, à 60 ans son tout premier. Apparemment, André Agnelli, le président de la Juve, aurait été aperçu à Bakou hier dans l'après-midi, et voilà, il est possible que Sarri quitte le navire. Personnellement, je trouve que ce serait dommage. Je suis d'ailleurs pas convaincu que le fit avec la Juve soit idéal, mais donc ce triomphe tardif pourrait ne pas avoir de lendemain. Et alors justement, parlant de lendemain, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite? Quelles conséquences du résultat de cette finale? Bah déjà, suite immédiate et parfaitement tangible à l'heure où je vous parle. Bon courage aux supporters des deux équipes. Voilà, peut-être même a fortiori à ceux des Gunners
qui doivent maintenant rentrer de bas coup, et personnellement j'ai déjà fait de très longs et trop longs déplacements, surtout un en particulier. Je sais d'expérience que quand ton équipe perd, ça peut être vraiment une horreur. Et alors si vous êtes particulièrement sadique et pas fan d'Arsenal, dites-vous aussi que leur ennemi juré Tottenham joue dans 2 jours une finale de Ligue des Champions. Et à Madrid d'ailleurs, pas dans un bourbier du Caucase, si les Spurs l'emportent, quelques heures seulement après qu'Arsenal ait perdu sa 4e finale européenne consécutive, échoue à se qualifier pour la Champions League saison 2019-2020, ce sera sans aucun doute l'une des pires semaines de leur histoire. Et j'aimerais pas être un des leurs. Au niveau individuel ensuite, on avait beaucoup évoqué la présence ou non de Sech, dont la carrière de joueur prend fin sur ce revers et qui va rejoindre Chelsea en qualité de directeur sportif. Ça faisait scandale, ce qui est pas totalement incompréhensible. Finalement voilà, pas grand chose à dire sur sa prestation qui a été plutôt relativement solide, pro jusqu'au bout. La suite des événements sera très différente également pour Hazard, qui a annoncé son départ dans la foulée. Apparemment Chelsea et le Real Madrid seraient en train de finaliser les tout derniers détails d'un transfert qui devrait se faire donc, et qui devrait avoisiner les 120 millions d'euros à voir. Et puis finalement, pour Chelsea en tant que club, les conséquences de ce succès sont en fait pas particulièrement excitantes. Bon, c'est un beau titre européen, mais rien de révolutionnaire non plus. Ils ont déjà gagné l'Europa League en 2013, la Ligue des Champions l'année d'avant. Ils étaient aussi déjà assurés de disputer la C1 en vertu de leur 3ème place. C'est une ligne de titre en plus, sans plus, mais ça suffit sans doute à soi-même. Enfin, ce serait pas très sérieux de parler d'un Arsenal-Chelsea sans évoquer le cas de l'OL. N'oubliez pas qu'il faut toujours tout ramener à la France, hein, c'est la règle de base du journalisme sportif. Mais donc oui, le Lion de Silvino remporte déjà une première victoire, puisque grâce au succès des Blues, il ralliera directement les phases de groupe de la Ligue des Champions. Et alors pour satisfaire votre curiosité, et la mienne bien sûr, je me suis infligé dans la nuit les obscurs règlements de l'UEFA. En gros, avec 61 500 points de coef, l'OL a de grandes chances de finir dans le chapeau 3, sauf si, en tour préliminaire, l'Ajax, Porto et le Dynamo Kiev sont éliminés, tous les 3. Voilà, si c'est allé un petit peu trop vite pour vous, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mon compte Twitter où j'ai résumé tout ça dans un post peut-être un peu plus détaillé. Dernier renseignement enfin, et on quitte là le registre de l'analytique pour quelque chose de plus subjectif, mais cette finale m'a un peu laissé sur ma faim. Voilà, je pense que le contexte en est responsable en très grande partie. Alors contrairement à certains, j'ai plutôt apprécié la caméra grand angle, c'était assez utile pour lire l'organisation collective, mais voilà, une arène vide, sans chant, sans émotion. J'imagine le même match à Wembley, au Mestalla, au Benito Villamarín, où en fait, dans à peu près n'importe quel stade d'Europe, ça aurait donné une toute autre saveur. Mais alors au-delà de tout ça, je dirais peut-être fondamentalement que pour moi, les finales dans leur ensemble sont un peu surcotées. D'abord, elles arrivent logiquement assez tard. Là, je dois dire que 3 semaines après la dernière rencontre de Premier League, j'étais un petit peu déconnecté. Et puis ensuite, je trouve que voilà, il manque l'intensité d'une rencontre aller-retour. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas de réflexion par la suite. On soulève une coupe et à plus, le seul truc dont on parle, c'est peut-être là où un tel ou un tel jouera l'année prochaine. Je trouve ça assez déprimant. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs ça m'intéresse. Personnellement, c'est une réflexion que je me suis un peu toujours faite. Je pense que je préférais toujours un bon vieux quart de finale de Ligue des Champions ou une demi que la finale en elle-même. On passe au top, et j'ai distingué d'abord Olivier Giroud. Meilleur buteur de l'Europa League, mais peu influent en championnat, il a pesé sur cette finale à plus d'un titre. Solution pour jouer long, bien sûr, et dans un Sarri Ball initialement un peu grippé, ses contrôles soyeux ont été précieux, mais buteur décisif, surtout, qui débloque la situation au retour des vestiaires d'une très belle tête plongeante, provoque habilement un penalty, et dont la passe lumineuse, enfin, permet le dernier but d'un match dont il est le héros. Alors évidemment, pas le seul héros, puisqu'Hazard a bouclé sa carrière londonienne en beauté, il aurait pu inscrire même plus qu'un doublé. À l'image d'une saison où il a surnagé et où ses coups de rein ont régulièrement masqué les faillites collectives d'un Chelsea hésitant, il a été hier la menace principale des Blues, et Socrates était trop démuni. Enfin, on aurait pu évoquer la seconde période de Mateo Kovacic, mais j'ai trouvé son premier acte faible, alors que les belles prestations de David Luiz, Jorginho, voire Emerson sont à souligner, mais ma dernière place va à Pedro, homme des finales et très enjambière. Niveau flop enfin, la défense dans son ensemble a été en dessous de tout, comme le trident Lacazette, Aubameyang, Özil, tétanisé dans la surface et extrêmement imprécis pour les 2 premiers, incapable de peser pour le dernier. Ce trio de flop aurait même pu être un quatuor tant le jeune Joe Willock a gâché, mais mon ultime place va bien sûr à l'UEFA.
pour avoir choisi comme temple du football une église désertée et déprimante. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, si c'est le cas et que vous voulez pas rater mes pronos pour la finale de Ligue des Champions qui sortiront demain, et mon analyse de Liverpool-Tottenham qui sortira quelques heures après la fin du match. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Quoi qu'il en soit, de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et on se dit à bientôt. Bisous.